الغياب ليس مستغربا. لا عم بصير 7 أياد بشكل آخر. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Fin du cauchemar pour les habitants de Bab Dayarzé à l'est de Beyrouth. Il aura fallu plus de 6 heures aux pompiers et à l'armée pour maîtriser l'incendie majeur qui a ravagé plusieurs zones boisées de la localité. Vous le voyez sur ces images. À 20 jours de la fin de son mandat, Michel Sleiman préside une dernière séance du dialogue national boycottée par plusieurs leaders politiques. La peine capitale, c'est ce qu'a requis la justice militaire pour 11 personnes accusées d'implication dans le double attentat qui a visé la ville portuaire de Tripoli. Souvenez-vous, c'était en août dernier. Et à suivre dans ce journal, en Syrie, l'accord entre le régime et les rebelles pour un retrait de Homs devrait donc entrer en vigueur dans moins de 48 heures. Je vous le disais en titre, fin du cauchemar pour les habitants de la région de Bab Dayarzé à l'est de Beyrouth. Une centaine de pompiers et de soldats, une vingtaine de véhicules de la défense civile et plusieurs hélicoptères de l'armée libanaise ont été mobilisés pendant plusieurs heures. Les soldats du feu ont réussi à maîtriser l'incendie majeur vers 15 heures locales. L'incendie dont les flammes ont été renforcées par un fort vent s'est déclaré ce matin vers 8 heures à Wadi Shahrour avant de ravager plusieurs zones boisées de la localité. Face à la menace des flammes, plusieurs écoles, dont le collège Notre-Dame de Jamhour, ont été contraints de fermer leurs portes. Plusieurs immeubles situés aux alentours de la forêt de Baabda ont été évacués, ainsi que plusieurs ambassades, dont celle de la Pologne. Des voitures garées dans un des parkings du palais présidentiel ont été déplacées afin d'éviter qu'elles ne soient touchées par les flammes. On ne déplore aucune victime. Les habitants de la région dénoncent la lenteur de réaction des pouvoirs publics et leur négligence face à la catastrophe. La dernière séance du dialogue national de l'ère Sleiman s'est tenue ce matin au palais de Baabda sous l'égide du chef de l'État sortant, en l'absence de nombreux protagonistes. Une réunion qui intervient à l'avant-veille de la 3e session parlementaire consacrée à l'élection du successeur de Michel Sleiman. Mais l'impasse reste quasi totale ce lundi. Un reportage signé Noura El. Ultime séance du dialogue national au palais de Baabda sous la présidence de Michel Sleiman, dont le mandat prend fin le 25 mai. Une dernière séance marquée comme la précédente par l'absence côté 8 mars du Hezbollah, du courant des Maradas, du parti syrien national social et du chef druze Talal Arslan, ainsi que celle des forces libanaises côté 14 mars. Autre absence notable ce lundi, celle du chef du courant patriotique libre Michel Aoun, qui évoque des raisons personnelles alors qu'il avait pris part à la séance du 31 mars dernier. Le communiqué final souligne la nécessité de poursuivre le dialogue interlibanais pour éviter les conflits. Le texte appelle aussi à déployer des efforts pour aboutir à un accord sur la stratégie nationale de défense et insiste sur l'importance de respecter l'accord de Taïf et les échéances constitutionnelles. Aucune date n'a été fixée pour la prochaine séance du dialogue national. Walid Jumblat est le seul à avoir adressé la presse à l'issue de la réunion. Le leader du PSP a tenu à rendre hommage au chef de l'État sortant. La déclaration de Baabda restera un point blanc qui a marqué le mandat du président Michel Sleiman. Il a réussi par sa sagesse et son patriotisme à surmonter les étapes les plus critiques, à épargner au pays des tensions et à imposer le dialogue comme seule issue. L'histoire lui rendra justice pour ses exploits. Il a refusé la prolongation de son mandat et rejoint le grand président Fouad Chehab. Dimanche soir, Michel Sleiman a d'ailleurs lancé un appel passionné en faveur de l'élection de son successeur dans les délais constitutionnels, rejetant le quorum comme arme politique. Le torpillage du quorum est l'antithèse de la démocratie. Il est inadmissible d'exercer une démocratie en torpillant le scrutin par défaut de quorum. Faites du 7 mai 2014 une étape vers l'entente, à l'opposé de ce que fut le 7 mai 2008. Et ne poussez pas le pays vers une constituante qui risquerait de compromettre la règle de la parité et de l'accord consensuel et de changer la face du Liban. À 2 jours de la 3e séance parlementaire, l'impasse présidentielle reste quasi totale.
Le 8 mars continue de taire le nom de son candidat. Il pourrait s'agir de Slimane Frenjie, le chef du Coran des Maradas, même s'il a peu de chances d'être accepté par le 14 mars, qu'il accuse d'être l'allié et l'ami du président syrien Bachar el-Assad. Pour la première fois depuis le début de ce processus, des sources proches des forces libanaises commencent à évoquer le retrait de Samir Jarjar de la course, sous certaines conditions. Mais force est de constater que la candidature du leader des FL a rehaussé le niveau de la présidence à un degré qu'elle n'avait plus connu depuis l'époque de la tutelle syrienne. Avec nous en ligne, Sami Nader, analyste politique. Bonsoir, monsieur Nader. Bonsoir. Alors, vous avez suivi, bien sûr, comme nous tous, donc justement cette séance du dialogue national ce matin au palais présidentiel. Les politiciens se sont montrés peu bavards à l'issue, justement, de cette réunion. À votre avis, le boycott par certaines parties du 8 mars, notamment, de cette séance, n'est-il pas, justement, un message direct au président Slimane ? Oui, c'est vrai que c'est un message plutôt négatif vis-à-vis des dernières positions du président de la République, notamment en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce qui a été dit hier, son refus d'une constituante et le refus clair et net de certaines pratiques, notamment celle du boycott des séances parlementaires et des séances pour l'élection présidentielle. Au fait, ce boycott-là sape à fond les pratiques constitutionnelles et est aux antipodes des pratiques démocratiques, contrairement à ce qui est avancé par certaines composantes politiques, notamment le 8 mars. Alors, n'est-ce pas, le message adressé hier par le président de la République était en quelque sorte une pointe adressée, n'est-ce pas, au camp du 8 mars et à leur pratique politique durant les dernières années. Ceci a commencé par, n'est-ce pas, la prise de position contre les armes du Hezbollah, dans le sens où celles-ci constituent un défi à la souveraineté de l'État, ça c'est un. Deuxième chose, son appel pour l'élection présidentielle dans les délais et son refus de la pratique du boycott et comme étant anticonstitutionnel. Et je pense que le troisième message est vraiment le plus grave parce que quelque part il dénonce, n'est-ce pas, un stratagème ou un plan qui serait échafaudé par les forces du 8 mars et qui consisterait, n'est-ce pas, à engager le pays dans une sorte de vide constitutionnel qui mènerait à la nécessité d'une assemblée constituante pour une nouvelle redistribution du pouvoir et partant une nouvelle constitution. Ceci, n'est-ce pas, est une menace aux accords de Taïf et à la constitution actuelle. Docteur Nader, dans ce contexte, c'est le même camp qui bloque également la tenue de ces séances au Parlement pour l'élection d'un successeur à Michel Slimane. Se dirige-t-on vers un vide présidentiel si la tendance se maintient ? Malheureusement, n'est-ce pas, nous avons loupé une chance inouïe de libaniser l'échéance et ceci durant la première séance, quand les deux candidats étaient Henri Helou et Samir Jarjar. Et donc, après le premier tour, malheureusement, aussi les représentants du 8 mars se sont retirés de la séance et donc ont empêché déjà, durant la première session, un deuxième tour. Donc, nous avons ce jour-là manqué une occasion de libaniser le conflit. Aujourd'hui, pour assurer le quorum, il faut donc l'accord des 2/3 et tout le monde sait que l'accord des 2/3 ne serait possible que le résultat d'un compromis non pas seulement entre les forces locales présentes, mais surtout entre leurs sponsors régionaux, notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis. Donc voilà le résultat du boycott. Le boycott est
finalement l'équivalent de la régionalisation de l'échéance présidentielle et la régionalisation de la solution au Liban, si tant est qu'elle soit possible. Docteur Sami Nader, peut-être une dernière question en ce qui concerne bien évidemment la situation sécuritaire au Liban. Est-ce que vous craignez une nouvelle vague d'instabilité, de tension, alors que le climat politique demeure tendu actuellement? Disons que la stabilité, la stabilité politique, elle est très éphémère parce qu'elle ne repose pas sur un consensus politique solide. Mais aussi hier, n'est-ce pas, dans la diatribe qui a été faite contre le patriarche et contre sa visite à Jérusalem. Donc il y a une mention que cette visite pourrait, n'est-ce pas, enflammer certains esprits, et donc notamment les salafistes, et donc pourrait provoquer une déflagration sécuritaire. Ce genre reste de 20 secondes, monsieur Nader. Pardon ? Il nous reste quelques secondes. Oui, ce genre de déclaration n'est pas réconfortant. Donc, disons que le calme prévalent est un calme précaire, et ce qu'on entend par-ci, par-là n'est pas de nature à encourager les esprits. Docteur Sami Nader, analyste politique, merci pour vos éclairages. Restez des nôtres. Au retour de la pause, une délégation du village de Toufail rencontre le ministre Machnouk. Retour sur le plateau de l'info, la peine capitale, c'est ce qu'a requis ce lundi le juge d'instruction militaire Riyad Abourida pour 11 personnes, dont 4 détenus. Ils sont tous accusés d'implication dans le double attentat à la voiture piégée qui a secoué en août dernier la ville de Tripoli au nord Liban. 2 attaques quasi simultanées contre 2 mosquées locales qui ont fait 45 morts et plus de 500 blessés. Le juge a en outre réclamé des peines à l'encontre de 4 autres personnes, dont l'ancien député et leader alaouite Ali Aïd, pour avoir facilité la fuite de personnes recherchées par la justice. Hachem Minkara, Anas Hamzé et Hassan Jafar ont eux bénéficié d'un non-lieu faute de preuves suffisantes. Une délégation du village frontalier de Toufail s'est entretenue ce midi avec le ministre de l'Intérieur Nohad Machnouk. Un entretien axé sur les derniers développements dans cette localité reculée et difficile d'accès et qui subit de plein fouet les conséquences de la guerre syrienne. Au cours de cet entretien, la délégation a salué les efforts déployés par le ministre de l'Intérieur pour faciliter l'évacuation des blessés et l'entrée des convois humanitaires dans cette localité de 5000 habitants, régulièrement bombardée par l'armée syrienne. Pas plus tard que ce matin, un berger et plusieurs de ses brebis ont été tués dans des tirs de l'artillerie syrienne contre Toufail. Un accord inédit entre le régime syrien et les rebelles pour un retrait de Homs. La ville est assiégée depuis plus de 2 ans par l'armée du régime. L'accord concerne aussi les civils et les blessés qui s'y trouvent et prévoit la libération de 70 prisonniers libanais et iraniens détenus par des islamistes à Alep, de même que l'entrée d'une aide humanitaire dans 2 villages chiites favorables au régime dans la province d'Alep. L'application de l'accord débutera dans les 48 heures. Il est bientôt 16h56 à Beyrouth. Tout de suite, le rappel des titres. Fin du cauchemar pour les habitants de Bab Yarzé à l'est de Beyrouth. Il aura fallu plus de 6 heures aux pompiers et à l'armée pour maîtriser l'incendie majeur qui a ravagé plusieurs zones boisées de la localité. À 20 jours de la fin de son mandat, Michel Sleiman préside une dernière séance du dialogue national, boycottée par plusieurs leaders politiques. La peine capitale, c'est ce qu'a requis la justice militaire pour 11 personnes accusées d'implication dans le double attentat qui a visé la ville portuaire de Tripoli. Souvenez-vous, c'était en août dernier. En Syrie, l'accord entre le régime et les rebelles pour un retrait de Homs devrait entrer en vigueur dans moins de 48 heures. Excellente suite de programmes sur notre antenne. À bientôt.